Ah là là, Julius. Comment résumer notre relation entre un fan d'Enix et toi, joueur star, en quelques mots? Peut-être avec les mots suivants. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Puisqu'après un passage réussi dans un rôle moindre au Pélican en 2019, tu débarques dans la grosse pomme simplement comme un lot de consolation pour tous ceux qui rêvaient de Zion, KD et autres Kyrie. Et depuis, ce sont les montagnes russes entre toi et les fans. Une saison 2021 de héros en tant que franchise player, l'année du retour en playoff de la franchise. Mais qui cachait aussi une relative inefficacité, déjà. Puis une saison 2022 catastrophique, ratée dans les grandes largeurs par le management aussi et dont tu as été, sans doute injustement, la figure de proue. Puis l'arrivée du petit guard au numéro 11, déjà devenu si grand, a tout changé pour toi. T'as grandement facilité les choses avant que tu nous abandonnes encore en playoff, malgré, il faut bien le dire aussi, une petite blessure. Puis en 2024, les choses ont encore une nouvelle fois bien changé pour toi. Pour la première fois de ta carrière au Knicks, Julius, tu n'avais pas le plus gros usage de l'équipe, le plus gros volume de responsabilité. Et malgré ta blessure, les Knicks ont performé en playoff. De quoi émettre quelques doutes sur ton réel apport chez certains. De quoi nourrir de grandes ambitions avec ton retour potentiel chez d'autres. Alors à l'aube de la saison 2025, ta situation, Julius Randle, est floue. Mais tu sembles avoir la confiance du management. Et ton niveau de jeu pourrait bien conditionner le niveau de crédibilité de ces Knicks affamés. Alors ton retour peut-il être la dernière pièce du puzzle de Tibbs, ou au contraire, est-ce une fausse bonne idée? Alors tu as peut-être envie de fuir, toi qui es dans la dernière année de ton contrat, mais une chose est sûre, il faudra te suivre cette saison. Bienvenue. Avant toute chose, commençons par le contexte. Le contexte personnel déjà de Julius qui est assez particulier puisque monsieur est en contractière. D'après certains théorèmes, il va donc sortir une énorme saison. Mais donc oui, à l'heure où sont enregistrés ces mots, Julius Randle est dans sa dernière année de contrat avec New York et pourrait jouer ses dernières minutes. Lui qui est le deuxième plus ancien de cet effectif derrière Mitchell Robinson, puisqu'il est là depuis l'été 2019. 5 ans. Et justement, c'est là tout le paradoxe avec lui. Il est en même temps le joueur le plus ancien du projet, mais aussi la recrue de cette équipe à un match et quelques blessures d'aller en finale de conférence. Et oui, recrue, puisqu'en son absence, les rapports de force semblent avoir définitivement changé, et cette attaque est désormais complètement entre les mains de Jalen Brunson. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le profil qu'il faut à ces Knicks, alors même que l'on parle d'un joueur rempli de compromis offensifs, sans parler des compromis défensifs? Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il vient combler une grosse perte offensivement, celle d'Isaiah Hartenstein. Car si OKC l'a payé aussi cher, c'est bien qu'il a prouvé sa valeur des deux côtés du terrain. Mais qu'est-ce qui faisait réellement sa valeur offensive? Eh bien, sur les playoffs, il a montré que c'était sans doute lui, le deuxième créateur de jeu chez ces Knicks. Lorsque Brunson sortait, c'est bel et bien les mains à main avec lui qu'on favorisait, notamment avec Donte DiVincenzo, les deux avaient une excellente synergie. Mais l'impact d'Hartenstein était aussi et surtout avec Jalen Brunson. Lorsque Jalen Brunson a du mal à trouver ses isolations, Tibbs réussissait à le mettre en mouvement off-ball pour le libérer. Et par qui est-ce que tout cela passait? Eh bien par Isaiah Hartenstein. Et lorsque Jalen Brunson était en grosse réussite et que les défenses étaient plus agressives sur lui, libérant alors le short roll, qui est-ce qu'on utilisait pour exploiter les prises à deux sur le numéro 11? Isaiah Hartenstein. Bref, tout ça pour dire que la valeur offensive de Hartenstein était surtout dans son passing, même s'il a aussi ce petit flotteur presque automatique face à certains drops trop profonds. Et Julius Randle dans tout ça? Eh bien justement, Julius Randle est un joueur au corps d'intérieur, mais avec des skills parfois de guard, notamment le passing. Et si Leon Rose et sa bande n'ont pas remplacé ce profil de Hartenstein offensivement pour l'instant, c'est peut-être aussi parce que le remplaçant est déjà dans l'effectif et s'appelle Julius Randle. Là encore, le cas est plus compliqué qu'il n'y paraît. Julius Randle n'est pas un bon passeur en mouvement. Typiquement sur les actions de short roll, il était très peu utilisé parce qu'il a beaucoup de mal à avoir ce passing en mouvement. Cette capacité à scanner le terrain tout en bougeant avec le ballon. Et dès qu'il y a un peu trop de mouvement autour de lui,
il perd souvent son dribble ou alors fait la mauvaise passe. Mais une chose est sûre, c'est que sur le passing stationnaire, notamment sur post-up, Randle il peut faire au moins aussi bien que Isaiah Hartenstein. Et sur les mains à main avec Donte DiVincenzo, il se trouvait déjà très bien avant de se blesser. Et peut-être que je fais fausse route complètement et qu'il ne sera pas plus pairé dans le jeu avec Jalen Brunson que les saisons précédentes. Mais une chose me semble plutôt sûre, c'est que leurs minutes, elles seront désormais bien plus décalées. En 2 saisons, Julius Randle, il n'a joué que 256 minutes sans Jalen Brunson contre presque 1400 avec. Et ça s'explique par le fait que les Knicks avaient en Quickley un créateur de banc de haut niveau. Ils n'avaient donc pas forcément besoin de séparer le duo Brunson-Randle. Mais avec le départ de Quickley et d'Hartenstein et l'effectif actuel, il semble nécessaire que Julius prenne les commandes de cette seconde unit, qu'il en soit le créateur primaire, à moins que Tyler Kolek ne soit réellement le style de la draft 2024. Et le niveau de Julius dans ce rôle un peu nouveau, il peut vraiment faire bouger le curseur de l'équipe. Puisqu'une des stats à retenir de la saison passée côté New York, c'est peut-être le plus 14,7 de on-off offensif de Jalen Brunson. Deuxième score le plus élevé de toute la NBA derrière l'indéboulonnable Nikola Jokic. Mais si cette stat souligne le niveau stratosphérique du meneur de jeu, elle souligne peut-être encore plus son omnipotence dans cette attaque qui a atteint des sommets presque problématiques en réalité. Concrètement, que veut dire cette stat ? Qu'avec Jalen Brunson sur le terrain, les Knicks ont un excellent 123 d'offensive rating, mieux que 95% des line-up qui ont joué en NBA. Et lorsqu'il sort, ce score passe à 108.3, l'équivalent de l'attaque des Blazers, 29e de NBA. No JB, no party, donc à moins que Julius Randle ne vienne à la rescousse. Et Julius cette saison, il aura vraiment tout pour relever ce défi d'être le leader de la seconde unit. Premièrement, offensivement, je pense qu'il n'a jamais été entouré d'un tel spacing. Entre DiVincenzo, Anunoby qui est à plus de 45% dans les corners, Jalen Brunson, l'arrivée de Mikal Bridges, les progrès de Deuce McBride, la draft de Tyler Kolek, il aura vraiment autour de lui de bons, voire extrêmement bons shooters. Et quand on connaît l'importance du spacing pour un profil comme lui, c'est vraiment un aspect non négligeable. On l'oublie assez souvent au vu de son irrégularité parfois frustrante, mais Julius Randle est une mismatch presque permanente dans cette NBA. Doublé d'un des meilleurs créateurs de post-up de la ligue. Et projeter ça dans un vrai bon spacing, encore plus face à des secondes unités adverses par séquence, c'est très alléchant. Parce que Randle, il peut punir les switches et les aides, il les voit assez régulièrement. En fait, le problème, c'est sans doute qu'il ne le fait pas assez. Qu'il a tendance à préférer le face-up, les isolations frontales finit par un tir peu rentable de base sur lequel il n'excelle même pas et qui tire son efficacité vers le bas. Si on regarde simplement son profil, on s'attend à ce qu'une immense partie de ses tirs soit pris au cercle, dans les mêmes eaux qu'un Jonathan Kuminga ou un Pascal Siakam qui prennent 44% de leurs tirs au cercle. Un LeBron James de 39 ans qui prend toujours 47% de ses tirs au panier. Et pourtant Julius, il en est loin, très loin. Seulement 28% de tirs pris au cercle en 2023. Et malgré un passage à 35% en 2024, ça reste le même score qu'un Tobias Harris. Alors que théoriquement, il les a, lui, les outils pour marteler le cercle. Peut-être devrait-on exiger une augmentation dans ce domaine. Peut-être que la corrélation avec le spacing n'est qu'une illusion qui nous donne de l'espoir et dans laquelle nous nous plaisons, alors qu'en réalité, Julius est un joueur dont le jeu reposera toujours sur son shotmaking, aussi bon soit le spacing. Mais l'augmentation récente la saison dernière est plutôt encourageante et coïncide justement avec une première amélioration du spacing aussi. Et cette fréquence au panier en réalité, elle peut vraiment faire bouger le curseur de l'efficacité de Julius Randle, si on ne mise pas sur une surchauffe à 3 points, efficacité qui reste au niveau de la moyenne depuis beaucoup de saisons. Cette efficacité, elle va être plutôt importante parce que comme on l'a dit, cette équipe et cette attaque est désormais orientée vers un soleil encore plus gros que Julius Randle en la personne de Jalen Brunson. Et donc, si Julius Randle n'est pas efficace, quel est son réel apport si ce n'est pas le créateur principal quand les deux jouent ensemble ? Parce que oui, les deux loustiques, ils vont devoir jouer aussi beaucoup de minutes ensemble, même si elles vont être aussi décalées comme on l'a dit. Enfin, d'après nos dires, Julius va devoir jouer à côté de Jalen Brunson pour être exact.
Et si on regarde les mêmes chiffres que précédemment, on se rend compte qu'en réalité, depuis 2 ans, lorsque Brunson est sur le terrain, l'attaque tourne tout aussi bien avec Julius Randle que sans lui. Alors même que la défense perd presque 4 points par 100 possessions. Et si on a dit tout ce que peut apporter Julius Randle au-delà du scoring à ces line-up, où les deux sont réunis, on pourrait aussi revenir un peu sur l'attaque via post-up, qui est un plan B qui a parfois manqué à ces Knicks en playoff. Cibler les défenseurs plus petits, comme Andrew Nembhard, comme Tyrese Maxey, comme Cam Payne, pour les rendre injouables, ça aurait été une vraie plus-value aussi. Et en un sens, tout ce package de création pour le banc, mais aussi création quand Jalen Brunson est sur le terrain et connecteur, et efficacité, Julius il ne peut pas l'apporter, il doit l'apporter. Parce que s'il n'apporte pas cela, son apport offensif n'est pas assez grand pour compenser ses errances défensives et la bascule, elle va pas être bonne. Parce que sa valeur de shoot est plutôt moyenne, voire médiocre en réalité, avec seulement une saison à plus de 35% de loin, la fameuse saison sans public de 2021. Et on pourrait dire que ce pourcentage, c'est parce qu'il prend beaucoup de pull-up et de step-back, qui tire son efficacité vers le bas. Mais en réalité, même en catch and shoot, Julius Randle, c'est pas fameux. C'est 34% depuis 3 ans, donc un gros échantillon. Mais quelque part, les choses ont changé à New York depuis quelques temps. Les Knicks se sont renforcés en termes de finisseurs, Mikal Bridges, Donte DiVincenzo, OG Anunoby, mais se sont aussi appauvris à la création. Et c'est là tout l'enjeu résumé de la saison à venir de Julius Randle. Son niveau d'efficacité importera beaucoup moins que le niveau d'attaque global des Knicks quand il est sur le terrain, alors même que lui est en contre-tir et qu'il voudra pour sûr briller, avoir des stats clinquantes et donc mettre beaucoup de points par match. Et d'un autre côté, il a aussi montré à maintes reprises son attachement pour cette équipe, pour ce maillot, pour cette ville. Et donc c'est un entre-deux compliqué à trouver, mais une chose est sûre, c'est que cette saison, la marge d'erreur laissée à Julius Randle sera beaucoup moins grande qu'auparavant, parce que les Knicks sont ambitieux, veulent gagner et veulent gagner tout de suite. Et en plus de ça, je le répète, mais Julius Randle n'est plus le créateur principal à qui on laisse une certaine marge d'erreur puisqu'il crée tout le jeu. Non, là Julius Randle il est dans un rôle plus secondaire où l'efficacité devient tout de suite beaucoup plus importante. Mais si les Knicks ils veulent gagner tout de suite, Julius Randle il devrait être bon des deux côtés du terrain. Et là on touche au volet défensif et ça peut faire peur. Parce que nous sommes face à un habitué des oublis défensifs, des mauvaises rotations, des sauts de concentration. Et on retrouve aussi les lacunes de son profil qui font un peu sa force en attaque, mais qui font surtout sa faiblesse en défense. C'est-à-dire un joueur qui est plutôt un guard, mais qui ne peut pas défendre les guards parce qu'il n'a pas la mobilité pour. Et donc il a plus le corps d'un intérieur, mais sans avoir le jeu défensif d'un intérieur. Et si les hommes de Thibodeau ont bien montré une chose en play-off, c'est qu'ils aiment être agressifs sur le porteur de balle et qu'ils aiment miser sur des aides quasi systématiques pour minimiser les tirs rentables. Et tout ça c'est rendu possible grâce à leur escouade d'ailiers très polyvalents, Josh Hart, OG Anunoby et tous ces joueurs qui couvrent énormément de terrain. Autant dire qu'on n'est pas du tout face à la description de Julius Randle. Alors je vous propose un exemple concret pour bien comprendre. Ici on a Donte DiVincenzo qui fait la pré-rotation au cercle et qui indique à Julius Randle que c'est à lui de couvrir potentiellement le corner. En fait il doit se placer entre les deux joueurs pour pouvoir contester à une passe près, mais aussi dans le corner si jamais il y a une skip pass. Et si jamais après la skip pass, du coup le joueur sur lequel était Julius Randle est libre et que la balle lui revient, c'est Donte DiVincenzo qui va faire le close-out. Et en fait, il va y avoir une espèce de course croisée entre Julius Randle et Donte DiVincenzo, c'est ce qu'on appelle un X-out. Le X pour la forme du X et des courses croisées. Donc ici, Julius Randle n'est pas du tout en position et très simplement, Immanuel Quickley vient driver et trouve un tir ouvert assez simple dans le corner pour R.J. Barrett. Et ça explique en partie la chute du niveau défensif, énoncé tout à l'heure, lorsque Randle est sur le terrain. Mais quelque part, c'est pas nouveau du tout cette histoire, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années. Au contraire, ce qui est nouveau, c'est que Julius a très peu joué avec OG Anunoby et n'a jamais joué avec Mikal Bridges. Deux profils peut-être idoines pour justement cacher ses faiblesses.
Mais cependant, c'est peut-être là que la paire d'Hartenstein va le plus se voir. Lui qui permettait de faire tellement de couvertures différentes. Mais revenons rapidement sur le trade de Mikal Bridges qui soulève un point très intéressant. Parce que durant les playoffs derniers, et notamment la série et la fin de série face aux Sixers, Thibodeau a essayé quelque chose d'un peu nouveau, utiliser OG Anunoby en roamer. Dans un rôle beaucoup plus off-ball et non on-ball, comme on avait l'habitude de le voir plus à Toronto et même sur le début de série face aux Sixers où il était sur Tyrese Maxey. Et cette expérience, elle a plus que bien marché. Et l'arrivée de Mikal Bridges va dans le sens de continuer cette expérimentation, puisqu'il ne faut pas s'y méprendre. Mikal Bridges est avant tout un défenseur on-ball et un navigateur d'écran d'élite. Et son acquisition, justement, elle peut complètement libérer OG de cette tâche, et donc on peut placer OG Anunoby dans un rôle beaucoup plus off-ball. Et avoir OG dans ce rôle qui rôde autour du panier, ça pourrait exempter Julius de faire ses rotations où très précisément il est mauvais. Et pourtant ces Knicks ont à ce jour principalement un intérieur qui leur reste dans l'effectif, c'est Mitchell Robinson qui est un intérieur de drop. Donc le besoin de faire ces fameuses rotations, il est bien moins fort que si tu montes agressivement sur le porteur, d'autant plus si tu as déjà OG Anunoby qui peut le faire. Et d'un certain point de vue, l'arrivée de Mikal Bridges, elle permet de continuer à jouer ce drop puisqu'il peut aspirer le décalage d'un écran et c'est aussi un excellent contreur par derrière, ce qui laisserait donc le luxe à l'intérieur d'être bas sur le terrain. Et donc en réalité, Thibodeau, il a un peu le choix de ses couvertures. Et si une partie de la flexibilité, elle est partie avec Hartenstein, une autre est toujours présente avec ce duo d'ailiers ultra complémentaires. Mais pourtant, les Knicks ne semblent pas avoir d'intérieur pour continuer ce edge, ces montées agressives que Tibbs adore, et instinctivement on serait tenté de dire qu'on va avoir plus de drop que la saison dernière. À moins que ce ne soit Julius Randle, ce fameux intérieur. Parce que quel meilleur moyen pour le cacher que de l'impliquer on-ball sur des trappes où sa mobilité justement, elle peut servir. Voire sur du switch all où l'idée est encore une fois de l'astreindre le plus possible de faire les rotations. Et quelle autre équipe que cette armada d'ailiers intelligents allant de Josh Hart à OG Anunoby pour couvrir ce edge avec les fameuses rotations en second rideau. Parce que si ces line-up, elles arrivent à tenir sur certaines séquences défensivement, ce qu'elles peuvent débloquer offensivement est peut-être le petit truc en plus qui ferait passer les Knicks encore un autre cap. Une arme en plus qui peut vraiment être létale selon la match-up. Parce que Julius Randle dans un 5-out offensivement, c'est bien simple. On l'a jamais vu. Mais théoriquement, c'est le mariage parfait. C'est tout ce qu'il lui faut. Et surtout, en l'état, il est bon de rappeler que les Knicks n'ont que Mitchell Robinson en 5 et Precious Achiuwa qui vient d'être signé, mais qui semble être assuré d'avoir donc le rôle de titulaire. Et que son association avec Randle offensivement, elle ne marche vraiment pas bien. À cause justement de ce fameux spacing qu'aucun des deux n'apporte réellement lorsque Jalen Brunson a la balle. Et en plus, aucun des deux n'apporte le passing en mouvement d'Isaiah Hartenstein. Donc ne partons pas trop dans le basket fiction, mais s'il y a bien une saison où on pourrait voir Julius Randle au poste 5, je pense que c'est bien celle-là. Alors ces line-up avec Randle en 5, faut quand même les surveiller. Parce que dans cette configuration, tu y perdrais peut-être au rebond. Ce qui est ta force principale depuis des années, c'est sûr. Mais les gains semblent aussi pouvoir être encore plus grands avec ce fameux 5-out. Mais peut-être aussi que les meilleurs line-up et les plus utilisés par Tom Thibodeau, ça va être des line-up sans Julius Randle. C'est-à-dire que tu n'auras pas du tout ce compromis défensif ni de spacing, alors tu n'auras pas la création et le passing de Julius Randle, mais tu auras toujours le rebond offensif avec Mitchell Robinson et tu mises sur la connexion de OG Anunoby, Mikal Bridges, Donte DiVincenzo, voire d'un Josh Hart qui l'a montré aussi peut être ce connecteur. Donc je pense qu'il faut faire attention avec la saison de Julius Randle. C'est extrêmement compliqué de dire de quoi sera faite sa saison 2024-25 tant elle peut partir dans tous les sens. Saison parfaite, dans un rôle un peu nouveau de créateur de banc et dans un rôle défensif aussi nouveau dans lequel il va s'épanouir et qu'il verra avoir une prolongation, peut-être que c'est possible. Saison ratée où il ne trouve jamais sa place dans ces Nova Knicks, les pénalisant défensivement, ce qui amène Leon Rose à le trader avec les quelques pics restants car il reste un contrat bougeable, c'est aussi possible. Finalement, le champ des conséquences de son niveau est sans doute encore plus grand que le champ des scénarios possibles.
Il est impossible de prédire son niveau puisque Jus est un joueur, si ce n'est le joueur à la trajectoire la moins rectiligne de toute la NBA. Mais une seule chose est sûre, c'est qu'il faudra le suivre cette saison pour justement tout cet éventail de possibilités et de scénarios possibles. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner ou à nous retrouver sur nos comptes Twitter respectifs qui s'affichent juste ici pour toujours plus de débats. On se retrouve très vite pour toujours plus de basketball sur la chaîne du Dreamcast Show. Je vous remercie encore une fois de nous avoir regardés et je vous souhaite une très très bonne journée.